Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ça y est, on est à l'aube d'un grand changement de paradigme sur les marchés financiers. Le dollar a enfin cassé sa figure de retournement, c'est-à-dire que là, à partir de cette semaine, on s'expose à une vague impulsive qui pourrait prendre en valeur, donc le dollar pourrait s'apprécier de l'ordre de 8 à 20% au cours des prochains trimestres. Croyez-moi, après la baisse de moins 15% du dollar cette année face à un ensemble de paniers de devises, si le dollar se remet à prendre énormément de valeur au cours des prochains trimestres, il va y avoir des énormes changements sectoriels, des énormes changements de politique, de gestion de crise. Les classes d'actifs du monde entier vont être impactées et on est en train d'assister à la première semaine de ce nouveau paradigme. Donc j'en parlerai au fil des prochaines semaines et des prochains trimestres, mais cette semaine marque un tournant majeur. Si le signal de hausse du dollar là, cette semaine, est validé la semaine prochaine, on aura quelque chose d'assez massif. On est en train de vivre là, en ce moment même, un changement de paradigme. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Analyse du BTC, le Bitcoin cette semaine est toujours en phase de stabilisation, donc potentiellement on aurait créé le grand creux de cette consolidation et on s'apprêterait à aller chercher à nouveau au cours des prochaines semaines le pivot et à stabiliser la volatilité pour qu'ensuite on puisse relâcher une pression haussière qui nous permette d'aller chercher le haut de ce canal. Je vous rappelle que pour le moment on se dirige vers le bas du canal, donc c'est plutôt des zones qui sont très, très propices pour pouvoir s'exposer à ce qu'on appelle une asymétrie positive. Donc si vous prenez position là et que vous mettez un stop là, c'est que derrière vous souhaitez aller chercher le haut du canal et vous avez un pari avec peut-être 1, 2, 3, 4 fois ce que vous êtes prêt à perdre. Vous pouvez le gagner derrière. Encore une fois, c'est ce type de vision, de projection qu'il faut faire quand on prend des paris boursiers, notamment directionnels. Donc moi, ce que je préfère, c'est attendre tout simplement qu'on soit vraiment à la fin d'une structure pour prendre la position au moment où on a l'accélération, parce qu'on a d'autant plus de probabilité de réussite sur le trade. C'est ma vision des choses. Donc pour le moment, le BTC est en train de latéraliser, donc en train de faire une marche d'escalier, une consolidation au milieu d'un canal haussier. Donc mon point de vue, c'est que je reste toujours très optimiste sur le BTC et pour tous ceux qui suivent le portefeuille Impulsion All Weather, je vais vous annoncer demain, dimanche, mes prises de position, toutes les prises de position que je ferai lundi à l'ouverture. Vous verrez qu'il y a pas mal de changements dans le portefeuille, notamment au niveau des actions. Il y a des secteurs qui sont en train d'émerger et des prises de position sur certaines actions qui sont assez entre guillemets inattendues. Vous verrez si j'ai pris position sur le BTC, si je me suis exposé ou pas à l'indice des matières premières et si je reste en position sur l'or, si j'allège l'or, si je renforce l'or. Donc tout ça, vous aurez la réponse demain, dimanche. Et si vous voulez en apprendre plus sur mes trades que je poste en direct, le lien est en description sous cette vidéo. Petit point sur le bloc, donc notre ETF d'action du secteur de la blockchain. On est toujours sur le haut de ce canal ici, à se demander si on va le casser et passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en mode climax run, un petit peu comme ce qu'on a vécu sur l'or ces derniers temps, ou est-ce qu'on va tout simplement tranquillement consolider, voire regagner le bas pour ensuite reprendre la route du nord. Donc pour le moment, le BTC n'étant pas en pleine vague impulsive, c'est déjà vraiment une très belle performance, une très belle chose que les actions de la blockchain restent collées comme ça sur le haut. Donc là, potentiellement, on est en train d'assister au cours des prochaines semaines à une petite stabilisation comme ça. Et peut-être que le scénario d'un climax run, voilà, pourrait émerger comme ceci. Donc ça va être un petit peu ça, l'image que je garde à l'esprit. Voilà, pour les prochaines semaines sur les actions issues du secteur de la blockchain. Donc, encore une fois, le fond reste extrêmement bien orienté, extrêmement haussier. Sur le XRP maintenant, le XRP lui est toujours en train d'effectuer une large consolidation sur ses ATH, la ligne rouge c'est les ATH,
Donc c'est une digestion bien méritée après ce mouvement-là très fort de l'ordre de 550%. Je vous rappelle que sur le très long terme, je vais vous passer ça en mensuel, l'idée là, c'est que cet énorme triangle chartiste qui a été cassé ici pourrait lancer le XRP sur des niveaux inespérés pour tous ceux qui adorent le XRP, qui en ont en fond de portefeuille ou pas d'ailleurs, qui en ont beaucoup en portefeuille. Et on est là en train d'effectuer, vous le voyez en mensuel, un magnifique petit triangle chartiste avec la volatilité qui est en train de se réduire sur la fin. Donc j'espère que les 2, 3, 4 prochains mois, on aura toujours cette volatilité comme ce que je vous ai mis en bleu qui se contracte autour du pivot et ensuite, boum, si on a la cassure, le breakout, on pourra à nouveau assister à une accélération massive du XRP. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Donc cette semaine, l'Ether, tout comme sur le BTC, stabilise. Potentiellement, on est en train d'effectuer le creux de ce magnifique petit triangle chartiste, donc une consolidation sur les ATH, un petit peu sur le style du XRP. On est sur les ATH. Avant les ATH, on avait bien monté. Donc là, on a besoin de bien consolider. Et la consolidation devrait prendre idéalement quelques mois, 2, 3, 4 mois. Et de là, si on casse vers le nord, on pourra aller chercher le haut de ce canal en pointillé. Donc de mon point de vue, tant qu'on est toujours dans cette logique de créer le premier creux de ce triangle-là, je reste extrêmement haussier sur l'Ethereum. Donc voilà, l'idée que j'ai en tête, c'est quelque chose comme ça. On se dirige du bas du canal en pointillé vers le haut du canal en pointillé. Allez, enfin, on y est sur le dollar américain. Regardez, on est en hebdomadaire et regardez-moi ce magnifique breakout. On a un breakout là, boum, on a cassé, on a un magnifique double creux. Sur la dernière partie du double creux, je vous l'expliquais la semaine dernière, hein, on était en train de consolider en mode pressurisation de la cocotte minute et là, ça y est, boum, cette semaine, on a cassé. Donc, si la semaine prochaine, on reste au-dessus de cette ligne, de ce pivot, on sera lancé potentiellement pour un rattrapage à la hausse du dollar. Vous savez, le dollar a fortement baissé au cours de l'année 2025. Il s'est pris un moins 12%. Et bien là, à partir de maintenant, de cette semaine et au cours des prochains mois et des prochains trimestres, on pourrait avoir un premier rattrapage du dollar de l'ordre de plus 8% sur ces niveaux-là. Et ensuite, je vous rappelle que le dollar est dans un grand canal haussier là, qui a été initié, voilà, ici depuis 2014. On est dans un grand canal haussier, on est sur le bas du canal haussier. Donc on pourra aller chercher beaucoup plus loin en cas de... Alors je ne sais pas d'un point de vue macroéconomique ce qui pourrait déclencher un tel mouvement. Ça, on le saura après coup. Mais le dollar, sur un excès, sur un mouvement impulsif de spéculation ou des décisions macroéconomiques, il pourrait prendre plus 30% au cours des prochaines années. Donc de mon point de vue, le dollar fait partie actuellement des devises sur lesquelles on peut être positionné pour exploiter un potentiel accident positif de richesse sans même s'exposer à des actifs spéculatifs. Le dollar est la devise la plus liquide du monde. Elle rémunère extrêmement bien ses obligations d'État à court, moyen terme, donc avec très peu de volatilité. L'État américain est très loin d'être dans une situation de faillite. C'est pas la Grèce. Quoi qu'on dise, tout ce qui compte là, à la minute par minute, la dette qui s'accroît aux États-Unis. En face, ils ont des capacités qui permettent au monde entier de voir les États-Unis comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire une énorme puissance économique avec des moyens de pression gigantesques, exactement ce qu'on n'a pas en France. Et de mon point de vue, le scénario du dollar là à plus 8%, puis éventuellement sur un excès à plus 30%, il est tout à fait viable. On a déjà vécu cette vague en 2021, regardez cette vague, on va la calculer, entre le bas et le haut, plus 30%. Donc voilà, entre le bas du canal ici et le haut du canal, on est là, on a set up l'histoire pour revivre une belle vague impulsive. Donc bien entendu, ce scénario est celui que je privilégie, mais il peut très bien s'invalider. Encore une fois, tous ceux qui pensent que j'ai une boule de cristal ou qui prennent mes propos pour des acquis et qui par la suite, si le scénario ne se réalise pas, vont dire « Ah Cédric, tu t'es trompé, etc. » Je n'ai pas de boule de cristal, j'essaie juste de vous présenter des scénarios avec des asymétries positives. C'est-à-dire que là, en se positionnant à
En ce moment, sur cette classe d'actifs vous propose un différentiel entre l'amplitude de la hausse, si ça se produit, et le scénario d'invalidation, à savoir si on casse par le bas le canal en pointillé, vous voyez que la différence entre la ligne rouge et la ligne verte, c'est de 1. Vous êtes prêt à perdre 1 pour des multiples de cette perte. Et tous les paris spéculatifs, tout ce que vous faites en bourse et même de manière générale dans la vie doit correspondre à cette logique. Vous devez vous exposer à des asymétries positives qui sont des multiplicateurs du risque que vous êtes prêt à prendre. Donc tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une philosophie, en tout cas moi c'est la philosophie que j'ai adoptée. Donc le dollar américain, là, cette semaine, magnifique cassure et on devrait maintenant rentrer dans une dynamique beaucoup plus simple et directionnelle au cours des prochains mois. Donc du coup pour l'euro face au dollar, je ne dirais pas que les patates sont cuites, hein, mais on commence à sentir que là c'est en train de... ça sent le roussi, hein. L'euro, tous ceux qui se sont placés en espérant que l'euro allait continuer à gagner 15% par an pendant 15 ans, en se disant ça y est maintenant il faut être en euros. Il risque d'y avoir des grosses désillusions au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc je vous rappelle, on est sur le haut de ce canal en pointillé. On l'a un petit peu dépassé, on a eu un excès. Mais là, on est dans une figure de retournement que j'avais qualifiée il y a quelques semaines et quelques mois de soit un double creux, soit une épaule tête-épaule. Donc là, on est en train de se diriger, cette semaine de baisse, on est en train de se diriger vers ce pivot. Idéalement, sur le pivot, on rebondit et on casse. Et de là, on devrait assister à une accélération assez violente de l'euro à la baisse. Hein. L'euro devrait chuter très fortement face au dollar. Le dollar devrait monter fortement. Peut-être que l'euro lui aussi va chuter face à un énorme panier de devises. Donc les deux cumulés pour amener l'euro à chuter de l'ordre de... Voilà, premier objectif, moins 8%. Deuxième objectif, moins 15%. J'en profite pour répondre à une petite problématique qui concerne notamment toutes les grandes fortunes de ce monde. Le dollar a perdu 15% cette année. On s'expose à nouveau à un retour du dollar de l'ordre de plus 10-20% au cours des prochains trimestres, c'est un fait. Mais pour autant, c'est pas parce que le dollar a perdu 15% cette année que les grandes fortunes de ce monde se sont massivement désinvesties du dollar. Et la raison principale, c'est que la plupart des investissements qui sont pertinents, qui proposent des grosses asymétries positives, des gros accidents positifs de richesse, sont cotés en dollars américains. Donc, vous pouvez arbitrer certaines positions, sortir de certaines positions dollars et convertir ces dollars en euros, c'est ce qui s'est passé pendant l'année. Mais à aucun moment, vous allez vous dire, je vais sortir tous mes actifs liquides de mes investissements les plus prometteurs et qui ont le plus de potentiel parce qu'ils sont cotés en dollars. Jamais, jamais, jamais ça n'arrivera. Au pire, vous faites une couverture de vos dollars avec de l'euro, donc vous prenez un risque de change neutre, mais en aucun cas vous revendez vos classes d'actifs qui sont extrêmement porteuses parce qu'elle serait cotée en dollars. Ça ne fait aucun sens. Là, je voulais juste vous partager l'évolution de mon portefeuille Impulsion, donc c'est la ligne bleue, par rapport à la ligne verte qui est le SP500, donc c'est depuis le mois de mai de l'année 2024. Vous voyez bien que là, on a eu la crise Trump. Le portefeuille a continué tranquillement sa route. Les actions au cours des 2 derniers mois, eux, en vert, sur le SP500, ont continué tranquillement leur route. Le portefeuille s'est mis à accélérer sauvagement. Le portefeuille est pas fait pour être tout le temps au meilleur moment, au meilleur endroit. Il est simplement fait pour que, grosso modo, ça vous assure, en tout cas moi, ça m'assure une volatilité qui reste telle que je la conçois, telle que je l'ai définie, et que le portefeuille ne se prenne pas de pleine face toutes les crises. Deuxième chose, il faut que le portefeuille soit exposé aux classes d'actifs du monde entier les plus porteuses. Et elles sont, encore une fois, je le répète, elles sont cotées en dollars américains. Donc si le dollar américain a perdu moins 15% cette année, c'est pas grave. Là, si au cours des 10 prochains mois, le dollar américain reprend plus 15% et qu'en plus,
votre performance sur vos actifs en dollars américains ont pris plus 15%, ça vous fera un plus 30% par rapport à des euros. Donc il faut toujours voir ça, non pas à très court terme sur 6 mois, mais sur une logique à très très long terme. Donc voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire. Petit point sur un panier de commodities, donc les matières premières. Donc la semaine précédente, on s'apprêtait éventuellement à effectuer la cassure, la fameuse cassure vers le nord, parce qu'on est dans des conditions où vous voyez la volatilité s'est vraiment contractée sur la fin. Donc là, une cassure peut déclencher un mouvement assez violent et voilà. Vous savez, les matières premières, si vous regardez dans un historique qui remonte aux années 70, ça évolue souvent de manière très abrupte et en très peu de temps. La crise Covid a permis aux matières premières d'enregistrer une hausse de l'ordre de 180%. Là, si on venait à casser, on pourrait à nouveau assister à une envolée assez massive des matières premières. Donc là, cette semaine, on a bloqué ici sur le pivot, mais ça veut simplement dire encore une fois que la volatilité continue à se contracter. Donc tant qu'on sera dans cette logique ici, hop là, de contracter la volatilité, si derrière on a une cassure haussière, là, on pourra espérer s'exposer à, encore une fois, un accident positif de richesse. Quelque chose qui peut monter très fortement et qui, si notre scénario s'invalide, ne représente qu'une toute petite partie de perte par rapport au gain potentiel. Donc ça, on verra probablement le mois prochain si au cours du mois de novembre, on a la cassure qui se fait. Et de là, ce sera potentiellement des prises de position directionnelles sur cette classe d'actifs pour complémenter le portefeuille all-weather ou je ne sais pas si vous avez un patrimoine boursier ou financier et vous souhaitez le diversifier en vous exposant à des accidents positifs de richesse, ça fera potentiellement partie des choses, des options pour la fin de cette année 2025. Analyse du SP500 cette semaine, une petite semaine de pause, donc on a toujours cette dynamique qui est très régulière, peu de volatilité, on rebondit, un petit creux, une extension, probablement encore un petit creux, une extension, ça va vraiment être ça, la logique que, en tout cas moi je garde à l'esprit, c'est un mouvement long et régulier qui a été issu d'une période extrêmement volatile. Comme je le répète chaque semaine, on est en train de revivre de manière fractale ce qui s'est passé pendant le Covid. On est exactement dans le même type de situation. Un V-bottom extrêmement violent, extrêmement volatile, suivi d'un mouvement long et régulier de bull market. Donc c'est ça la logique que j'ai à l'esprit. Et donc cette logique continue tranquillement son petit bout de chemin sur le SP500, sur le Nasdaq. C'est exactement le même schéma avec un petit peu plus de volatilité puisque les actions technologiques sont plus volatiles. Mais vous l'avez compris, on est hop là en train de surfer comme ça un mouvement long et régulier issu d'un V-bottom qui était assez violent suite à la crise des tarifs douaniers de Trump. Donc cette semaine, petite semaine de pause. L'idée, c'est juste de voir ça comme un petit ruisseau qui ruisselle tranquille vers le nord. En tout cas, aussi longtemps que cette trendline d'ici haussière tiendra, on pourra garder à l'esprit un mouvement long et régulier et qui même peut-être pourrait s'accélérer. Si on commence à casser par le haut ce canal et qu'on se met à accélérer, on pourrait rentrer dans une situation de climax run ou d'hyper climax run, un petit peu comme ce qui s'est passé en 1999, juste avant l'implosion de la bulle des valeurs technologiques. Elles se sont mises à monter en flèche en ligne droite. Ce type de scénario peut très bien arriver en 2026, comme je le répète, depuis l'intervention de Paul Tudor Jones. Lui, il parie sur ce scénario d'un climax run ou d'un hyper climax run sur les actions et notamment les valeurs technologiques d'ici le mois de mars de l'année 2026. Donc c'est un scénario, on verra s'il se met en place ou pas. Pour le moment, on n'y est pas, mais il peut se mettre en place. Donc on suivra cette histoire ensemble semaine après semaine. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé du côté de l'Europe avec le DAX. Donc le DAX, l'indice allemand, évolue toujours en hebdomadaire dans un beau canal en pointillé, un canal haussier. Et là, on effectue toujours cette marche d'escalier qui prend la forme d'un triangle chartiste. Et donc on a eu une nouvelle semaine avec très peu de volatilité.
entre là, l'ouverture et là, la fermeture, c'est un tout petit bout, une toute petite partie de ping-pong là qui est en train de se resserrer entre le haut du range et le bas du range. Donc c'est vraiment des conditions de marché qui sont assez explosives en cas de cassure par le haut là. Si on venait à casser vers le nord cette configuration, on aurait quelque chose d'assez explosif. Donc on a un premier creux, un deuxième creux probablement la semaine prochaine et la semaine d'après. Et de là, on aura une figure qui sera probablement mature pour accueillir, en cas de cassure vers le nord, une vague impulsive assez violente qui pourra amener le DAX. Alors, je vais essayer de vous faire un objectif chiffré en termes de pourcentage. Donc, voilà. Voilà. Donc le canal aussi en pointillé, comme je le répète chaque semaine, c'est juste un étalonnage de la vitesse du momentum. À aucun moment, c'est un... Voilà, ça nous permet d'avoir un objectif précis, scientifiquement au millimètre près. Non, ça nous donne juste, selon la vitesse là d'avancée de momentum de ce trend, si on venait à casser, ça nous donnerait à peu près un objectif autour de plus 20%, plus 21% d'ici l'été 2026. Donc affaire à suivre, en tout cas le DAX, l'indice allemand, le DAX a un excellent potentiel d'appréciation en cas de breakout. Donc affaire à suivre au cours des prochaines semaines. Sur le CAC 40, donc lui le breakout a été effectué ici pendant la dernière semaine du mois de septembre et depuis on est lancé donc dans un mouvement. Hop là, qui devrait comme ça s'établir au cours des prochaines semaines. Donc cette semaine-là, on a une petite semaine de baisse. On peut aller bien sûr retester le gros pivot que je peux vous mettre ici en bien épais. Mais pour le moment, tant qu'on est au-dessus de ce pivot, eh bien on privilégie un objectif que je vous avais établi d'un point de vue chartiste en faisant la règle du balancier. La profondeur du range qu'on reporte au-dessus, ça nous donne un premier objectif avec quelque chose de l'ordre de, par rapport au pivot, de l'ordre de 20%. Exactement comme sur le DAX, l'indice allemand. Donc comme je vous l'ai expliqué, je continue à documenter mon aventure pour la création de mon hedge fund. Donc eh bien demain, tous ceux qui sont sur All Weather Impulsion, vous recevrez eh bien mes prises de position que je prendrai lundi à l'ouverture des marchés. Sur la page de présentation de ce projet, je ferai aussi la semaine prochaine la mise à jour de mes performances pour le mois d'octobre. Donc je posterai le screenshot de mon compte de bourse ainsi que la perf du mois d'octobre et ça permettra tout simplement d'actualiser les performances. Donc là, ce sera notamment sur cette partie-là, performance live depuis le lancement, mai plus 0,24, juin 5,5, septembre plus 11 et quelques et octobre, surprise, vous connaîtrez ça donc cette semaine avec l'évolution derrière de ce qui s'est passé pendant le mois d'octobre. Donc cette semaine, il y a aussi le benchmark. Le benchmark, ça, il est mis à jour, mais directement dans l'espace privé de tous ceux qui suivent mon aventure en privé. Et si vous voulez avoir accès à mes prises de position pour peut-être dans le futur faire partie de cette aventure en étant convaincu de ce que je suis en train de réaliser pour la deuxième partie de ma vie, et bien pendant 4 années, je vais publier en live et en privé avec toute la communauté All Weather Impulsion, mes prises de position chaque premier du mois et le suivi de mon compte de bourse. Donc c'est une petite partie de mon hedge fund, ce que j'appelle le noyau dur, et il y aura une autre partie de mon hedge fund qui n'est pas dont je ne parle pas publiquement parce qu'il y a beaucoup d'opérations. J'exploite pas mal d'autres anomalies de marché que celles qui sont structurellement présentes à long terme et faciles à imiter ou à exploiter pour un petit porteur, un petit spéculateur ou un petit investisseur. Sur la deuxième partie de mon hedge fund, tous ceux qui ont déjà vu la conférence, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de long volatility. J'ai développé un système sur les ETF crypto parce que je ne veux pas trader sur des échangeurs des fonds significatifs. Donc j'ai réussi à développer des choses très intéressantes sur des ETF donc, qui sont régulés par la SEC et accessibles depuis un compte interactive broker ou n'importe quel compte de bourse. J'ai développé aussi un système notamment sur les ETF sectoriels. J'ai développé bref,
Je vous parlerai de tout ça de toute façon au fil des trimestres, de ces 4 prochaines années, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été développées et voilà, ça fait une très très belle équipe. Si vous n'avez pas vu le film Le Stratège Moneyball avec Brad Pitt, allez regarder d'urgence ce film. J'ai l'impression que c'est la manière la plus simple de comprendre ce que je suis en train de faire là dans mon cerveau, dans mon petit coin ici. C'est la manière la plus simple pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce monde-là de comprendre ce que je suis en train de faire. C'est de comprendre ce que Brad Pitt, donc le manager de cette équipe de baseball, a fait et sa quête à ce moment-là a littéralement révolutionné la façon dont les équipes de baseball constituer et créer leurs équipes, tout ça basé sur des stats et des players qui sont complémentaires et chacun est très fort dans un segment de jeu, mais littéralement une buse dans un autre segment de jeu, bah c'est littéralement ce que je suis en train de faire. J'ai des players qui sont très bons en attaque. Il y a des players qui sont très bons en milieu de terrain, des players qui sont très bons en fond de terrain. Mais si vous mettez un fond de terrain en attaque, il fera rien du tout. Il sera incapable de faire quoi que ce soit. Il vous fera perdre toutes les parties. Donc chacun a sa place. Et quand le joueur a la balle, là, il peut s'exprimer dans sa zone de génie.